L'homme s'est avancé vers le micro pour s'enfermer dans un silence pesant qui dura 11 longues secondes. Une chape de plomb s'est alors abattue sur la place Saint-Pierre. C'est à ce moment précis que le pape Léon XIV a levé les yeux, fixant l'objectif des caméras du monde entier, avant de prononcer 3 mots inédits pour un souverain pontife face à la tragédie du Sahel. Nous avons failli. Cette phrase a résonné comme un véritable séisme géopolitique. Les gouvernements ont paniqué, les ONG ont convoqué des cellules de crise et un cardinal africain s'est effondré en larmes en direct à la télévision. Ce réquisitoire improvisé de 47 minutes a brisé l'omerta diplomatique du Vatican. Pourtant, vous et moi devons regarder ce que tout le monde ignore encore. Derrière cette prise de parole historique ne se cache aucun calcul diplomatique minutieux. Ce n'était pas non plus un événement médiatique programmé à l'avance. Un événement précis, survenu 3 jours auparavant, l'a littéralement contraint à agir. Dès que l'on comprend ce fait d'armes secret, toute la perspective change. Les observateurs attentifs savent que nous suivons les moindres mouvements de Léon XIV depuis son élection. Ce qui s'est joué entre le 8 et le 10 mai 2026 restera comme le tournant le plus brûlant de son pontificat. Suivez attentivement cette enquête, car l'affaire dépasse de loin un simple discours. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos révélations exclusives sur les coulisses du Vatican. Pour comprendre la véritable genèse de ce drame, il faut plonger sous la surface de ce discours. Durant près de 14 mois, soit la quasi-totalité de sa première année de règne, le Vatican s'est astreint à ce que les initiés nommaient un silence structuré sur la crise du Sahel. Cette formulation n'a rien d'anodin. Loin d'être une preuve d'indifférence, ce mutisme calculé servait d'arme diplomatique majeure. Le Saint-Siège menait en réalité de secrètes négociations avec au moins 3 gouvernements d'Afrique de l'Ouest. 2 d'entre eux venaient d'expulser des organisations non gouvernementales occidentales et voyaient d'un très mauvais œil toute ingérence publique de Rome. Hausser le ton publiquement risquait de refermer brutalement les dernières portes entr'ouvertes. Cette ligne de conduite a tenu plus d'1 an, rythmée par des communiqués tièdes évoquant un dialogue constructif, alors que le nombre de morts explosait et que les flux de réfugiés battaient tous les records depuis la Seconde Guerre mondiale. Début mai 2026, plus de 12 millions de personnes erraient sur les routes du Sahel. De la Mauritanie au Cameroun, en passant par le Mali et le Niger, la famine ravageait 4 régions entières. Le mot « génocide » figurait même dans les rapports confidentiels de 3 experts des Nations Unies, des documents aussitôt enterrés par la bureaucratie internationale. La violence quotidienne des forces armées et des milices locales avait transformé la crise en un état permanent, une catastrophe silencieuse, loin des caméras et des célébrités mondaines. Le Vatican n'ignorait rien de cette tragédie. Le pape Léon XIV lui-même en était parfaitement conscient. Son passé chez les Augustins, ses années de ministère auprès des exclus au Pérou et aux États-Unis, lui rendait ce silence d'autant plus insupportable qu'il connaissait intimement les rouages de l'oppression. Des proches de la maison pontificale ont confié que cette première année de règne avait été marquée par une terrible déchirure intérieure chez cet homme profondément tourmenté par son inaction publique. Celui qui avait promis de défendre les opprimés lors de sa première homélie assistait, muet, à l'effusion de sang sur le continent africain. Mais il y a 3 jours, un basculement s'est opéré. Le matin du 8 mai 2026, jour anniversaire de son élection, Léon XIV a reçu en secret une délégation très spéciale. Si 2 journalistes influents du Vatican ont confirmé cette rencontre, l'identité exacte des visiteurs reste mystérieuse. Nos sources indiquent la présence de 2 évêques du Sahel, dont l'un avait miraculeusement survécu à l'attaque sanglante de son diocèse au Burkina Faso à peine 6 semaines plus tôt. Ce prélat rescapé, dont l'identité est gardée secrète, mais connu de rédactions comme La Croix, n'est pas venu à Rome les mains vides. Il portait des pièces à conviction accablantes, des témoignages physiques qu'il a déposés directement sur le bureau du souverain pontife. Le contenu exact reste confidentiel, mais les conséquences ont été immédiates et brutales. 4 heures après cette entrevue, l'agenda de Léon XIV a été entièrement vidé. Audiences annulées, dîner officiel reporté sine die, le pape s'est cloîtré dans ses appartements pour le reste de cette journée d'anniversaire, pourtant si symbolique. Une lourdeur inhabituelle flottait ce soir-là autour des appartements pontificaux. Un employé de la curie a confié sous anonymat que le Saint-Père était profondément bouleversé, comme terrassé par ce qu'il venait d'apprendre.
Le lendemain matin, après sa messe privée, Léon XIV a convoqué en urgence le cardinal-préfet du Dicaster pour le développement humain intégral. Leur tête-à-tête a duré 2 h 20. Sans attendre, le pape a ordonné la rédaction d'une déclaration publique sans phare, libérée de toute censure de la secrétairerie d'État. C'était un coup de force inédit dans l'histoire moderne du Vatican, et nous allons voir à quel point cela a tout changé. Cette décision de contourner l'appareil diplomatique traditionnel est un acte de rébellion théologique majeur. Le pape refusait catégoriquement que ses services extérieurs adoucissent la rudesse de son message. Il voulait s'exprimer avec sa propre voix, brute et sans filtre. Le soir du 9 mai, une vive altercation a éclaté entre l'entourage du pape et un haut dignitaire de la secrétairerie d'État. Personne ne contestait la nécessité de parler, mais les diplomates redoutaient le choix des mots employés par Léon XIV, craignant qu'ils ne mettent le feu aux poudres sur la scène internationale. L'expression « abandon systémique » avait été jugée trop agressive par les conseillers du pape. Face à leur réticence, Léon XIV a balayé leurs objections d'une seule question tranchante. Au vu des horreurs décrites par ces évêques, existe-t-il vraiment un terme trop fort? Le débat s'est arrêté là. Le 10 mai 2026, s'exprimant depuis la salle Paul VI pour accentuer la solennité de l'instant, le souverain pontife a livré le réquisitoire le plus féroce sur le martyre africain depuis les cris de douleur de Jean-Paul II durant le génocide rwandais. Mais ce discours-ci était bien plus précis, plus politique et redoutablement ciblé. Son intervention a débuté par ce fameux silence pesant de 11 secondes, suivi de ces 3 mots fracassants. Durant 47 minutes, le souverain pontife a méthodiquement pulvérisé le confort des certitudes occidentales. Loin de se limiter à des condoléances polies, il a désigné les coupables et décrit l'engrenage de la passivité internationale. Ses propos s'appuyaient sur des données précises du terrain qu'il refusait de masquer sous de vagues formules théologiques. Il a dénoncé l'hypocrisie des médias mondiaux, qui exigent des images spectaculaires pour s'intéresser au drame, condamnant ainsi le Sahel à une lente agonie invisible, car jugé trop peu télégénique pour faire l'actualité. Une phrase choc a particulièrement résonné dans l'Assemblée. La souffrance qui ne fait pas le buzz ne reçoit aucune aide. Ce n'est pas un manque d'information, mais un manque flagrant de volonté politique masqué par une ignorance feinte. Le pape a ensuite tracé un lien direct entre le dérèglement climatique et la guerre, expliquant comment l'avancée du désert détruit les cultures, jette les populations sur les routes et alimente le recrutement des réseaux terroristes. Certes, il n'était pas le premier chercheur à théoriser ce cercle vicieux, mais sa position donnait à cette analyse une portée planétaire. Si les experts et humanitaires répètent ces vérités depuis des années, jamais un pape en exercice ne les avait énoncées avec une telle clarté devant les caméras du monde. Mais le coup de grâce de son discours visait directement le marché de l'armement. Léon XIV a affirmé que les armes fournies par l'Europe, la Russie et les pays du Golfe alimentaient un brasier que l'aide humanitaire ne parviendrait jamais à éteindre. Sans citer de nations précises, il a exigé des contrôles stricts et des sanctions internationales immédiates. Pour lui, ce trafic d'armes en zone de guerre n'est pas un simple désaccord politique, mais un crime moral commis par des coupables bien réels. L'impact de cette formule, les responsables désignés nommément, a résonné comme une véritable charge de profondeur au sein des cercles diplomatiques mondiaux. Elle suggère en effet que le pape Léon XIV connaît précisément l'identité de ces hommes et qu'il se tient prêt, sous certaines conditions, à révéler leur nom à la face du monde. Alors qu'il franchissait la 40e minute de son allocution, les compteurs s'affolaient. Plus de 30 millions de personnes suivaient la diffusion en direct sur les plateformes numériques, tandis que les grandes chaînes de télévision interrompaient leurs programmes habituels. Ce qui n'était au départ qu'une simple conférence de presse du Vatican s'est instantanément transformé en un moment historique planétaire. Selon des sources proches de la préparation de ce discours, c'est par une improvisation totale que le souverain pontife a choisi de conclure. S'écartant de ses notes, il a levé les yeux du pupitre pour fixer directement l'objectif de la caméra. D'un ton solennel, il a confié avoir reçu les témoignages de survivants ayant traversé des épreuves si terribles qu'il refusait de les décrire en détail, estimant que le faire réduirait ses victimes à leur seule souffrance. Portant ce fardeau indicible depuis 2 jours, il a affirmé ne plus pouvoir se taire. C'est alors qu'il a prononcé cette phrase qui ébranle encore le monde catholique et bien au-delà. Si l'Église dispose d'une voix
ait choisi le silence, elle choisit son camp. Je ne choisirai pas ce camp, ni aujourd'hui, ni plus jamais. Après cette déclaration finale, un silence de plomb a figé la salle pendant plusieurs secondes, avant qu'un tonnerre d'applaudissements n'éclate durant près de 4 minutes. Prenons un instant, vous et moi, pour analyser ce qui s'est joué dans les 24 heures suivantes, car les réactions s'avèrent presque plus révélatrices que le discours lui-même. C'est d'Afrique que la première secousse est venue. À Ouagadougou, Niamey, N'Djamena et Bamako, les réseaux sociaux se sont embrasés en quelques minutes. Les messages n'étaient pas rédigés en français ou en anglais, mais en Haoussa, en Peul, en Touareg ou en Djerma, les langues de ceux qui subissent la crise au quotidien. Loin d'être uniforme, le ton de ces réactions oscillait entre deux extrêmes bien distincts. D'un côté, une immense gratitude s'est exprimée. Des populations entières, habituées à se sentir totalement invisibles, entendaient enfin le chef spirituel le plus influent de la planète décrire leur calvaire avec une colère et une précision chirurgicale. Mais de l'autre côté, la douleur transpirait. Beaucoup demandaient en substance « Où étiez-vous ? Pourquoi avoir attendu 14 mois et l'arrivée d'une délégation munie de preuves au Vatican pour briser le silence ?» Qu'ont vécu les victimes durant ces 14 mois d'attente avant ce mois de mai 2026 ? Une tension que Léon XIV n'a pas cherché à esquiver. C'est lors d'un échange furtif à la sortie de la salle Paul VI que la question brûlante du timing lui a été posée de front. S'arrêtant net, le pape s'est retourné pour prononcer un seul mot. « Oui ». Puis il a repris sa marche. Ce mot unique est peut-être le plus lourd de sens de tout son pontificat. Parallèlement, la réaction des gouvernements a révélé de profondes fractures diplomatiques. Plusieurs ministres des Affaires étrangères européens se sont empressés de saluer son appel à l'aide humanitaire, tout en éludant soigneusement ses remarques sur le trafic d'armes. L'Europe s'est montrée enthousiaste face à la compassion du pape, mais d'un mutisme absolu concernant la responsabilité des États. Des réactions d'un vide abyssal ont été publiées par au moins 2 gouvernements, figurant parmi les plus grands exportateurs d'armes vers le continent africain. Ces communiqués saluaient la grandeur d'âme du souverain pontife, sans jamais aborder le fond du problème. Plus troublant encore, un pays en particulier aurait déjà formulé une demande de clarification formelle auprès du Vatican. Ces diplomates cherchent à savoir ce que cache l'expression de « coupable nommé » et si le Saint-Siège s'apprête à divulguer une liste noire. Bien que la réponse de Rome reste confidentielle, cette démarche en coulisses prouve à quel point la menace d'une divulgation publique terrifie certaines capitales. C'est au cœur même de l'institution ecclésiale que s'est levée la 3e vague de réactions, révélant une complexité inédite. Dans les heures qui ont suivi l'allocution, plusieurs cardinaux et évêques africains ont pris la parole. Si leur ton initial traduisait un profond soulagement, leur communiqué dissimulait des exigences concrètes que les services de communication du Vatican n'avaient absolument pas anticipées. Loin de se contenter d'approuver les propos de Léon XIV, ils ont formulé de véritables requêtes. Ainsi, un évêque du nord du Cameroun a publié une lettre ouverte sommant le souverain pontife de se rendre personnellement dans le Sahel avant la fin de l'année 2026. Lors d'une conférence de presse à Bamako, un cardinal malien a salué la prise de parole du pape tout en affirmant que les mots, aussi puissants soient-ils, exigeaient désormais des engagements structurels. Il réclame un calendrier précis, des enveloppes budgétaires dédiées et des envoyés spéciaux dotés de réels pouvoirs diplomatiques. En clair, le souverain pontife a ouvert une porte dans laquelle l'Église africaine s'engouffre avec ferveur. Les espoirs suscités par ces 47 minutes de discours sont colossaux. Dans les couloirs du Vatican, la fracture est nette. Une partie de la curie ressent un immense soulagement de voir enfin briser un silence diplomatique devenu intenable. Une profonde angoisse paralyse l'autre camp au Vatican, inquiet des retombées de ce court-circuitage en règle de la secrétairerie d'État. En lançant des accusations publiques et précises, le pape oblige l'institution à fournir des preuves ou à s'engager dans une gestion diplomatique extrêmement périlleuse. Un haut responsable de la curie a résumé ce dilemme sous couvert d'anonymat. Le Saint-Père a dit ce qui devait être dit, mais l'institution a-t-elle les épaules pour assumer de telles déclarations? Si ce n'est pas le cas, ce texte restera une belle promesse sur du papier, le calvaire continuera et ce sera pire que le silence. Le vrai défi ne réside plus dans le courage de Léon XIV. Sa détermination ne fait plus aucun doute. Mais la question est de savoir si l'Église peut s'aligner sur la clarté morale dont il vient de faire preuve. Regardons de plus près, vous et moi, ce qui se dessine désormais.
car plusieurs engrenages se sont mis en mouvement en même temps. L'évolution de ces dossiers dans les prochaines semaines révélera l'impact réel de cette journée historique du 10 mai. Le premier point crucial concerne la nomination d'un envoyé spécial. En promettant implicitement une présence accrue au Sahel, promesse désormais rendue publique par la lettre ouverte du cardinal malien, le souverain pontife s'est engagé sur une voie dont il ne peut plus dévier. Le choix de la personnalité qui sera désignée comme émissaire spécial pour le Sahel focalise aujourd'hui toutes les attentions dans les couloirs du Vatican. Alors que plusieurs noms circulent déjà dans les médias spécialisés, les observateurs cherchent à savoir si le pape nommera un diplomate chevronné, doté d'une réelle expertise régionale, ou s'il s'agira d'une simple nomination honorifique, dénuée de pouvoir réel. Par ailleurs, la question des documents confidentiels reste entière. Les dossiers compromettants apportés à Rome le 8 mai par l'évêque du Burkina Faso ont sans doute été intégrés au circuit secret du Saint-Siège. Mais leur contenu exact demeure un mystère. Nul ne sait encore si ces pièces accablantes seront transmises à la justice internationale ou s'ils serviront de base à de futures prises de parole publiques. Cependant, le fait que Léon XIV ait évoqué ces témoignages directs lors de son intervention improvisée prouve qu'il compte exploiter ces informations très prochainement. Reste à savoir sous quelle forme. C'est ici qu'intervient le dossier explosif du commerce des armes, l'élément le plus dangereux de cette affaire. En parlant de coupables désignés par leur nom, ce souverain pontife réputé pour sa précision chirurgicale a lancé un avertissement clair que certains gouvernements ont immédiatement perçu comme une menace directe. La menace de jeter des noms en pâture à l'opinion publique, qu'il s'agisse d'une réelle intention ou d'un simple levier de pression morale, plane désormais sur la scène internationale. Faire machine arrière est aujourd'hui impossible pour le Vatican sans perdre toute crédibilité. Mais au-delà de la géopolitique, cet événement redessine en profondeur l'identité même de Léon XIV en tant que pape. En court-circuitant les processus diplomatiques traditionnels pour imposer sa vérité morale et en assumant publiquement les failles de sa propre institution, il incarne un style de gouvernance inédit. C'est une posture d'une audace rare qui redéfinit totalement le rôle du successeur de Pierre. Une telle audace pastorale n'est pas totalement sans précédent dans l'histoire récente de l'Église. Le pape François en avait montré quelques prémices, tout comme Jean-Paul II en son temps, bien que dans des registres très différents. Cependant, Léon XIV impose sa propre marque, forgée par une solide formation intellectuelle et confrontée à un monde saturé d'informations immédiates et de tensions géopolitiques complexes. Reste à savoir si cette prise de parole historique traduit une véritable philosophie de gouvernement ou s'il s'agit d'un sursaut isolé dicté par l'émotion. L'Église d'Afrique, comme le reste du monde, attend désormais des signes concrets qui ne sauraient tarder. Avant que nous n'analysions ensemble ce qui se dessine, un arrêt sur image s'impose. L'enquête montre que derrière les discours feutrés et les ballets diplomatiques se cache une réalité terrifiante que les institutions feignent d'ignorer. 12 millions de personnes déplacées de force, 4 régions entières plongées dans une famine dévastatrice, et un bilan humain si lourd qu'aucune base de données ne parvient à le comptabiliser précisément. La mort frappe dans des zones d'ombre, hors de portée des observateurs internationaux. Ce ne sont pas de simples chiffres sur un rapport, ce sont des familles détruites, des cultures qui s'éteignent dans l'indifférence quasi générale d'un monde qui préfère détourner le regard après quelques minutes de reportage télévisé. Le souverain pontife Léon XIV en est parfaitement conscient. Si son allocution a provoqué une telle onde de choc, ce n'est pas uniquement par les mots choisis, mais par l'attitude même du prélat. Durant les 47 minutes de sa déclaration, l'auditoire a pu déceler la posture d'un homme écrasé par la gravité de ses propres révélations. Loin des postures politiques habituelles et des lectures mécaniques de rapports administratifs, ce dirigeant avait écouté les victimes directes de cette tragédie. Ce jour-là, le fossé éthique entre sa connaissance intime du drame et le silence officiel de l'institution est devenu intolérable pour lui. Ce silence institutionnel, souvent complice, a fini par voler en éclats. Briser cette omerta, même tardivement après 14 mois d'attente inactive, possède une portée immense. Les répercussions sont à la fois concrètes et hautement symboliques, ouvrant des brèches diplomatiques autrefois scellées. L'analyse des rouages de ce pontificat suggère qu'un point de non-retour a été franchi. Selon des sources internes fiables, le Vatican s'apprête à franchir une étape cruciale d'ici 2 à 3 semaines. Un envoyé papal spécial pour le Sahel devrait être nommé, bénéficiant d'un canal de communication direct avec le pape,
court-circuitant ainsi les lourdeurs habituelles de la secrétairerie d'État. Ce choix opérationnel fort constituera un signal politique majeur. Cette nomination prouvera que l'allocution mémorable du 10 mai n'était pas un coup d'éclat isolé, mais l'amorce d'une stratégie offensive. Le profil de cet émissaire révélera les véritables intentions du Saint-Siège. Les investigations indiquent que d'ici 4 à 6 semaines, une note officielle parviendra à une instance internationale majeure, probablement le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce document transmettra des données précises et confidentielles accumulées par l'Église. Sans nommer directement les coupables à ce stade, cette démarche consignera des preuves tangibles, forçant la communauté internationale à se positionner face à des faits documentés et incontestables. L'enquête suggère également qu'un déplacement sur le terrain s'organise en coulisses d'ici 3 à 6 mois. Léon XIV ne se contentera pas de mots chaleureux depuis son palais. L'évêque du Burkina Faso, lors de sa venue secrète à Rome le 8 mai, n'a pas seulement déposé un dossier accablant, il a formellement invité le souverain pontife à se rendre sur place. Si ce voyage risqué se concrétise, il s'agira d'un des gestes les plus marquants de ce siècle. Rappelons les faits. Le 10 mai 2026, 11 secondes de silence pesant ont précédé une allocution traduite aujourd'hui dans plus de 40 langues, marquant un tournant historique majeur. Un simple « oui » prononcé à mi-voix face aux journalistes a révélé l'état d'esprit intime du pape bien plus que n'importe quelle encyclique officielle. Tout s'est accéléré lorsqu'un prélat africain s'est présenté au Vatican avec des pièces à conviction irréfutables. 4 heures plus tard, l'agenda papal était entièrement vidé. Le lendemain, la secrétairerie d'État découvrait avec stupeur que l'homme en blanc refusait désormais de se plier au protocole du silence. Léon XIV a franchi le Rubicon, mais ce geste ne constitue que le premier acte d'un drame en 3 parties. Nous entrons maintenant dans la phase où les vérités dissimulées sous le tapis diplomatique vont éclater. Nous voici à l'aube d'une confrontation inévitable. Depuis 14 mois, l'homme qui a accepté cette charge colossale sous les voûtes de la chapelle Sixtine a prouvé sa rigueur morale et sa détermination. Sa réaction ne sera pas timorée. Suivez attentivement les prochaines étapes avec nous sur cette chaîne, car les événements vont s'accélérer drastiquement dès la nomination de l'émissaire. Pendant plus d'1 an, la diplomatie vaticane a géré la crise du Sahel en silence, à l'abri des regards. Mais l'arrivée de cet évêque, avec ses dossiers confidentiels, a brisé le statu quo. Ce n'est pas le dénouement de cette enquête, mais le début d'une tempête politique mondiale.